Adam Bloss presents. Les maisons de 10 sont des bluffs, c'est pour ça qu'elles font des avances, je ferai pas deux fois la même erreur. Indépendant comme PNL, on veut être les premiers comme Jules. C'est comme une putain de revanche quand je scène les maisons de disques. It shouldn't be a situation where they own the album or the work. We're talking about intellectual copyright. If they're going to be indeed a delivery service, then that's fine. But even FedEx doesn't say that they own the thing that they ship. And that I feel is a potentially harmful force in our industry. And that is the unregulated world of private equity coming in and buying up our music as if it is real estate. This just happened to me without my approval, consultation, or consent. Et si, depuis le début, vos artistes préférés se faisaient en réalité voler leur œuvre et leur carrière? À la fin du mois d'août, le microcosme de l'industrie musicale américaine a tremblé. Scooter Braun, manager des plus grandes stars depuis 20 ans, se voyait lâché par une partie de son écurie. Ariana Grande, Demi Lovato, voire même Justin Bieber ont décidé de quitter son management. S'il n'y a pas de raisons qui ont été directement évoquées, certains parlent d'une sombre affaire, mais rien de confirmé pour le moment. Pour autant, cela a fait forcément ressortir le contentieux qu'il avait publiquement opposé à Taylor Swift. En 2019, la chanteuse a quitté Big Machine Records pour signer à Universal. Peu de temps après, et sans l'accord de l'artiste, la maison de disques est rachetée par Scooter Braun pour 300 millions de dollars. Le problème, c'est que Big Machine Records détient tous les masters, donc les droits des chansons de Taylor Swift. Or, cette dernière refuse que Scooter, qui l'a harcelé au moment de son clash avec Kanye West, détienne sa musique. Elle s'y oppose publiquement et tente par tous les moyens d'empêcher l'utilisation de son catalogue par le manager. C'est pour cette raison qu'elle se lance dans un processus de réenregistrement de tous ses albums. Ce cas est probablement le plus connu, mais il met parfaitement en lumière la manière dont les artistes, même les plus populaires, peuvent voir leur carrière les échapper face à des maisons de disques peu scrupuleuses. 2019 représente alors vraiment un tournant et a permis d'ailleurs la grande majorité des travaux que je vais citer dans cette vidéo sur le sujet. Mais il ne faudrait pas croire que ce problème ne concerne que Taylor Swift. On verra énormément d'exemples au cours de la vidéo, mais évidemment je pourrais pas tout citer, donc je compte sur vous pour compléter en commentaire et même pour préciser certains aspects si vous bossez dans l'industrie musicale ou si vous avez des connaissances sur le sujet, parce que évidemment je vais devoir vulgariser et raccourcir certains passages. Mais donc si vous avez des exemples un peu moins connus ou même plus anciens, je suis grave preneur. Parce que des artistes qui se retrouvent en contentieux avec leur label, il y en a eu plein. À commencer par le roi de la pop. En 2002, Michael Jackson souhaite quitter Sony, sa maison de disques, qu'il accuse de racisme, de lui voler de l'argent et surtout de ne pas avoir assuré la promotion de son album Invincible. Il ira même jusqu'à déclarer que Sony est le diable et mène une campagne de dénigrement à leur encontre. Mais le label refuse de le libérer de son contrat et une procédure judiciaire est entamée car Sony accuse Michael Jackson d'être à l'origine du flop de l'album et inversement. Keisha, star de la pop des années 2000-2010, avait également connu quelques déboires avec la même maison de disques. Après avoir été agressée par Dr. Luke, son producteur de l'époque, elle refusait de travailler avec ce dernier, ce qui est plutôt logique. Sauf qu'elle aussi était piégée par son contrat. Des cas comme ça, le monde de la musique en a connu des centaines, voire des milliers. Mais alors, comment expliquer ces rapports conflictuels entre les artistes et les labels? Et comment expliquer la mainmise de ces maisons de disques sur l'industrie malgré les polémiques et les mises en garde? Comme d'habitude, je vais m'appuyer sur des travaux de recherche et en particulier le livre Getting Signed, Record Contracts, Musicians and Power in Society du sociologue David Arditi, et je vous le conseille, il est vachement intéressant. Et aussi, je préfère vous prévenir, ici on va se pencher sur les artistes qui considèrent s'être fait voler leur musique, l'analyse sera donc forcément biaisée en défaveur des labels. Mais ça ne signifie pas que c'est la seule manière de l'appréhender. Encore aujourd'hui, la grande majorité des artistes qui trustent les premières places des charts sont signés en maison de disques et l'accompagnement dont ils bénéficient les aide dans leur développement. Cependant, le système qui est en place handicape de nombreux chanteurs et chanteuses émergents et je pense qu'il est crucial de bien comprendre son fonctionnement pour mieux saisir les enjeux qui structurent l'industrie et même notre pop culture de manière générale. D'ailleurs, dans la vidéo, je mélangerai label et maison de disques, même si ce sont deux choses distinctes. Un label fait souvent partie d'une maison de disques, mais ici, il faudra toujours l'entendre par majors, type Universal, Sony, Warner. Il y a plein de labels indépendants qui ne correspondent pas à ce que je vais décrire, mais aujourd'hui, pour faciliter le langage et la compréhension, on va fonctionner comme ça. J'espère que vous êtes prêts à vous plonger dans ce monde un peu complexe, mais vachement intéressant avec moi. Bon, déjà, un contrat entre un artiste et une maison de disques, comment ça se passe? C'est moins le cas depuis quelques temps, mais produire et distribuer de la musique, à la base, ça coûte cher. Que ce soit les instruments, mais surtout les sessions d'enregistrement au studio, le mixage ou même la diffusion en CD à la radio. Il en est évidemment de même pour les concerts et les tournées. Du coup, c'est ici qu'interviennent les maisons de disques. Elles vont financer la production et la promotion des albums en
en échange d'un pourcentage sur les bénéfices de ces derniers. À première vue, tout paraît assez logique et sain. La maison de disques prend des risques en finançant un projet et en échange, elle touche de l'argent dessus. Mais déjà, le pourcentage pose question. Si évidemment ça dépend de l'artiste, de sa carrière, de sa négociation, en général la répartition tournerait aux alentours des 80-20, voire 85-15 ou même 90-10 en faveur de la maison de disques. Donc de base, si un artiste réalise un chiffre d'affaires de 100 000 euros, il ne toucherait en réalité qu'entre 15 000 et 20 000 euros. Injuste ? C'est que le début. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'avance offerte par les labels aux artistes. En gros, quand un artiste signe dans un label, ce dernier lui prête de l'argent pour produire sa musique. Et c'est bien prêter et non donner. Car cet argent, l'artiste devra ensuite le rendre. Demandez à Gringe, il en a fait les frais. Eh Gringe, il a cru qu'il a gagné au loto. 10 000 euros qui me tombent d'un coup dans les mains. Ah, comment ça m'a brûlé les doigts. Je me suis rendu compte que 10 000 euros, c'est jamais que 1 000 euros pendant 10 mois. Ainsi, imaginons que la maison de disques offre une grosse avance de 500 000 euros à un chanteur ou une chanteuse. Ce dernier devra rembourser cette somme à partir de ses bénéfices, donc de ses 10%. Si dans le même temps, le label touche également 10% des recettes totales, cela signifie que lorsque l'artiste a remboursé 250 000 euros, le label est à l'équilibre, car il a aussi généré 250 000 euros avec ses royalties. Donc il a touché 250 000 euros des royalties et 250 000 euros de l'artiste qui a remboursé une partie de son avance. Et lorsque l'artiste a entièrement remboursé la somme, donc 500 000 euros, et qu'il n'a toujours pas, lui, généré de profit, de son côté, le label a généré 500 000 euros de profit. Donc, à savoir un remboursement des 500 000 euros de l'avance par l'artiste, plus 500 000 euros de royalties. Désolé pour ce mini cours d'économie, mais c'est pour mettre en évidence le caractère asymétrique de ce système d'avance. Et il faut savoir que ça ne s'applique pas uniquement à un chèque donné au moment de la signature, mais bien à quasiment toutes les dépenses faites par la maison de disques. Le bus de la tournée, une publicité en radio, un clip, etc. Ce système va alors pousser l'artiste à produire au maximum pour rembourser sa dette et générer lui-même du profit. Tant qu'il n'y a pas d'album de sortie et qu'il ne génère pas d'argent, il est endetté et surtout il n'est pas rémunéré par la maison de disques. Et en plus, la plupart d'entre eux ne parviennent même pas à atteindre ce fameux point d'équilibre. Si pour une star, le risque est minime, pour un artiste en développement, le flop d'un premier album peut être fatal. En effet, des statistiques de UK Music Trade Body BPI affirment que seulement 10% des artistes signés en maison de disques rencontrent finalement le succès d'un point de vue commercial. Pire, pour la plupart des experts du milieu, ce chiffre est surestimé. Et vous imaginez bien que les grosses structures ne vont pas perdre leur temps avec un artiste en développement qui ne parvient pas à générer de l'argent. Certains parlent d'environ 1% des artistes signés qui ne seraient pas lâchés par leur label, parfois même avant la sortie de leur premier projet. Si la signature chez un major représente souvent la voie idéale pour produire son premier album, c'est parfois l'inverse qui peut se produire. Ainsi, pour de nombreuses raisons, comme le rachat d'un label dans lequel vous avez signé par un autre qui ne se soucie guère de votre carrière, ou le départ de votre manager attitré, voire même une direction artistique opposée à celle de l'entreprise avec qui vous vous êtes engagé, vous pouvez voir votre carrière être mise en suspens. La plupart des maisons de disques, préférant signer un maximum d'artistes au cas où, pour éviter de rater la perle rare, quitte à les délaisser très rapidement. Vous vous dites sûrement qu'un label ne peut pas interdire à un artiste de publier sa musique, que ce serait contre-productif. Pourtant, c'est le cas. Un des exemples les plus récents est celui de Ray. Signé chez Polydor, une des plus grandes maisons de disques de la planète, Ray avait une carrière promise à un avenir radieux. Sauf que rapidement, le vent va commencer à tourner. En effet, alors que la chanteuse s'était engagée pour un contrat comprenant 4 albums, à partir de 2016, soit 2 ans après sa signature, Polydor se désintéresse d'elle et lui fait comprendre. Elle produit énormément, mais le label refuse d'avancer les frais pour promouvoir un potentiel album. Finalement, elle s'insurge à ce propos sur les réseaux sociaux et réussit à trouver un accord pour être libérée de ses engagements afin de devenir indépendante. Une situation similaire qu'ont connue Megan Thee Stallion ou évidemment Frank Ocean. Le chanteur était signé chez Def Jam, sûrement le plus gros label hip-hop aux États-Unis. Mais comme pour les cas précédents, sa maison de disques ne lui donne aucune intention. Il sort malgré tout par ses propres moyens une mixtape qui rencontre le succès, ce qui pousse Def Jam à se pencher sur son cas et lui proposer de financer son premier album. Il est d'accord, l'album Channel Orange sort et c'est un succès. Les deux parties se mettent d'accord pour remettre ça sur le second album, le dernier du contrat. En août 2016 sort Endless, un album visuel de 46 minutes, particulièrement cryptique en exclusivité pour Apple Music. Le lendemain, la nouvelle tombe, il s'agissait en réalité d'une manière pour Frank Ocean de se défaire de ses obligations contractuelles. Il dévoile Blonde, son véritable second album qui rencontre un succès phénoménal
en indépendance et lui rapporte plusieurs millions de dollars. L'artiste expliquait avoir dû travailler dans le secret sur disque dur pour que la nouvelle ne s'ébruite pas afin de se venger de son label qui ne lui avait pas donné sa chance à ses débuts. Alors, pourquoi les artistes continuent de signer avec des maisons de disques? Pendant longtemps, la signature d'un contrat représentait le Graal pour n'importe quel chanteur ou chanteuse. Les managers et majors avaient comme réputation d'être des faiseurs de stars grâce à leur savoir-faire mais aussi leurs contacts en radio, festival, etc. Ils pourraient alors faire émerger de leur simple volonté des artistes de nulle part de manière invisible. Ce concept qu'aujourd'hui on nomme parfois industry plant, des artistes qui donnent l'impression d'avoir construit de manière organique leur popularité mais qui sont en réalité mis en avant par les leaders du domaine. Certains accusent alors Spice ou Olivia Rodrigo d'en être par exemple, mais vous en doutez, cette notion est tout à fait subjective. Cette idée démontre bien la puissance supposée des labels dans l'imaginaire collectif. David Arditi qualifie même cela d'idéologie, en soulignant à quel point tout l'environnement de l'industrie musicale est construit de manière à laisser entendre qu'une signature signifie forcément l'avènement d'une carrière exceptionnelle. Il fait alors le lien avec la notion d'hégémonie culturelle d'Antonio Gramsci. Pour le philosophe italien, la classe dominante, ici les majors, maintient sa position non pas par la coercition, mais par le consentement des classes subalternes, ici les artistes. Et cela passe par les médias, l'éducation et toutes les normes sociales qui existent qui vont venir légitimer ce fonctionnement et ce système, et donc la classe dominante. Et même les mecs de la maison de disques qui peuvent te le dire, je voulais pas signer. Parce que la musique c'est mon sang entre guillemets. Il y avait les proches aussi qui m'orientaient, qui me disaient non, vas-y. Moi je leur disais non. Même mon manager je lui disais non. Après quand les gens ils te bourrent le crâne, tu dis vas-y on y va. Mais je regrette. Des proches à la vie de luxe ostensible des stars, tout laisse penser que la signature est avant tout un accomplissement qui ne peut que déboucher sur un succès. Une croyance chez les artistes, mais aussi chez les auditeurs. Quand Vald se vante d'avoir forcé Universal à payer une villa à Los Angeles pour l'enregistrement de Xe, il participe à cela, même si des années plus tard, il s'est frontalement opposé à son ancien label qu'il a accusé d'avoir saboté la sortie de son album. Pareil pour Niska dans Buscacharo. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'Universal, ça sert à quelque chose. On va pas se contenter d'être à Universal et puis de rien leur prendre. Ils produisent quand même Vianney, Lara Fabian, Céline Dion. Il y a de l'oseille, t'inquiète pas pour eux. Ça y est, j'ai signé, j'ai les euros dans mon compte courant. Le meilleur exemple reste probablement les télécrochets. Star Academy, The Voice, Nouvelle Star, X Factor, toutes ces émissions ont comme récompense ultime la signature dans une maison de disques réputée, un premier album et une récompense financière qui peut aussi prendre la forme d'une avance à rembourser comme je l'ai expliqué plus tôt. Cette idéologie de la signature va donc infuser dès le plus jeune âge. Et puisqu'aux États-Unis, de nombreux États autorisent la signature en maison de disques par les mineurs, de nombreux artistes se retrouvent comme Sky Ferreira à signer à 15 ans sans aucun recul ni connaissance du sujet et le regretter par la suite pour les raisons que l'on a évoquées plus tôt. C'est donc tout un système qui va créer cette idéologie de la signature en maison de disques. Et l'article Beyond the Headlines, Media Representations of Artist Discourse on the Artist-Label Relationship relève alors que l'idée que l'on se fait de l'impact d'une maison de disques sur la carrière d'un artiste dépend de facteurs organisationnels et systémiques. Mais au-delà même de l'aspect financier ou de la trajectoire de carrière qui peut être ralentie, c'est au niveau de la propriété même de son œuvre, de sa carrière, que la relation avec une maison de disques peut poser problème. Juste avant d'entrer un peu plus en détail, si vous aimez cette vidéo et que vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un pouce bleu et à partager, et c'est grâce à ça que je peux continuer à faire des vidéos. Merci à tous ceux qui le feront. En 1996, Prince disait « Si vous ne possédez pas vos masters vous possèdent ». Alors en conflit très fort avec Warner, sur lequel on reviendra, l'artiste mettait en avant l'importance de posséder ses masters. Ça signifie quoi? Alors non, ce n'est pas posséder un Bac+5, mais en fait c'est que pour chaque musique que vous écoutez, il y a deux types de droits d'auteur qui cohabitent. Le premier est celui de la composition. La composition concerne alors la musique en elle-même, la partition et les paroles. Par exemple, pour le morceau Dance the Night, interprété par Dua Lipa pour le film Barbie, les droits des notes, des accords et des paroles appartiennent à Dua, mais également à Caroline Eiling qui a coécrit, et Mark Ronson et Andrew Wyatt qui l'ont composé. Ces droits sont généralement détenus par les artistes qui ont le contrôle dessus, ou alors il y a un accord dans le cas où il y aurait plusieurs personnes comme pour la chanson de Barbie. Cependant, un deuxième droit d'auteur vient s'ajouter à celui-ci et concerne le master, à savoir l'enregistrement de la performance musicale. Pour le coup, ce droit d'auteur appartient très souvent au label. Donc pour reprendre Dance the Night, la performance de Dua Lipa qu'on entend dans le film et qui est dispo sur les plateformes de streaming appartient à
à Warner qui a produit le disque. C'est pour cette raison que Taylor Swift réenregistre tous ses morceaux. Elle détient encore les droits de la composition et des paroles, mais n'est pas propriétaire de ses masters qui ont été revendus à Scooter Braun. Taylor Swift peut alors tout à fait les réenregistrer pour tenter d'invisibiliser les précédents enregistrements et avoir un meilleur contrôle sur sa musique. Ça peut paraître complètement contre-intuitif, car à l'origine, on pense souvent que le droit d'auteur a avant tout été créé pour protéger les artistes. Mais pour David Arditi, c'est plutôt l'inverse. Le copyright est une manière d'insérer les artistes dans une logique capitaliste et de transformer un travail non productif en travail productif. Cela force les chanteurs et chanteuses à rentrer dans cette logique malgré le fait qu'à la fin, ce soit encore une fois les labels qui en bénéficient le plus. Pour faire face à cette problématique, de plus en plus d'artistes se battent pour récupérer le copyright de leurs enregistrements. Lorsque Jay-Z a pris la tête du label Def Jam, c'est la première chose qu'il a faite. Mais il n'est pas le seul. Rihanna a également pu reprendre le contrôle de ses masters en 2016 et Frank Ocean en 2017. Ce n'est pas une problématique récente, puisqu'en 1971, Stevie Wonder avait également négocié avec Motown pour détenir les droits sur les enregistrements de ses musiques. Steve Stout, un ancien de Sony Music et une référence dans le milieu de la musique, est explicite à ce propos. Historiquement, l'industrie musicale fonctionne comme le métayage. Vous le construisez, on vous fait croire que c'est à vous, vous agissez comme si vous le possédiez, mais en fin de compte, c'est nous qui le possédons. Pour rappel, le métayage est lorsqu'un propriétaire d'une terre confie à un bailleur la tâche de cultiver son terrain en échange d'une partie de la récolte. Mais à la fin de la journée, le terrain reste le sien. En tant que créateurs, les musiciens sont les travailleurs qui créent de la valeur permettant de faire tourner l'industrie musicale. Ils sont la clé du système, mais pourtant sont traités par ces derniers comme des travailleurs indépendants. Ils se retrouvent alors forcés d'objectifier leur musique et d'en faire un produit au sens littéral du terme. Mais en réalité, il se joue bien plus qu'une simple guerre financière afin de toucher plus de royalties. C'est une bataille pour le contrôle et le pouvoir sur ses œuvres et sa carrière. En effet, en plus des royalties sur le master, le label détient le pouvoir décisionnel sur sa gestion et sa diffusion, même si l'artiste est en désaccord. L'artiste est dépossédé de son œuvre, voire même de sa carrière. Prince avait alors dû changer de nom de scène lors de son opposition à Warner, car ces derniers l'avaient déposé et le détenaient pour tous les usages à des fins de marketing. Les bénéfices de chaque musique portant son nom de scène revenaient à l'entreprise. Heureusement, en Europe, et particulièrement en France, un droit moral protège en théorie l'artiste de ses utilisations contre sa volonté. C'était par exemple la question au centre du conflit entre Nekfeu et son ancien label YW. En 2013, la maison de disques l'attaque en justice et lui réclame 300 000 € pour avoir publié sur la chaîne du escroc des musiques enregistrées alors qu'il était en contrat avec le label. Le rappeur est condamné à payer plusieurs milliers d'euros et YW est reconnu comme producteur. Quand Nekfeu perce en 2016, le label annonce sortir le reste des morceaux enregistrés mais jamais diffusés sur un Black Album, sans l'accord du rappeur, qui s'y oppose et les attaque en justice. Il obtient gain de cause en faisant prévaloir son droit moral d'artiste et le projet ne sortira jamais officiellement, même s'il leakera quelques années plus tard. Le copyright va alors transformer en quasi rapport de force la relation entre les labels et les artistes. Les CD est quasiment obligatoire pour n'importe quel artiste qui souhaite signer en maison de disque, mais cela revient à perdre le contrôle sur sa carrière, mais aussi le pouvoir. Le pouvoir des artistes réside dans le travail qu'ils produisent et sa diffusion. Or, s'ils ne sont pas propriétaires de ce qu'ils produisent, ils ne peuvent pas en tirer complètement les bénéfices, voire même décider de la direction à prendre. Kanye West dénonçait cette pratique et avait décidé de changer ce système au sein de son label afin d'offrir une part de la détention des masters aux artistes qui étaient signés chez lui. Je vous conseille l'excellent film Phantom of the Paradise de Brian De Palma qui traite de cette question de l'artiste qui signe et se voit dépossédé de son œuvre et par extension de son être. Mais depuis quelques années, il se murmure que la révolution connue par l'industrie pourrait mettre fin à cette injustice. Le sauveur ? Le streaming. Spotify, Deezer, Apple Music, je vais pas vous refaire l'histoire de l'effondrement du disque, le piratage illégal et les plateformes, je pense que vous la connaissez très bien. Avec ce nouveau mode de diffusion, une autre évolution touchait les artistes. Les home studios sont devenus de plus en plus courants, il était désormais possible de s'enregistrer depuis sa chambre à moindre frais. À cela, il faut également ajouter le fait que le mixage soit devenu plus accessible, avec des logiciels professionnels ou quasi professionnels qui permettent même à des amateurs de produire de la musique diffusable. Il en est de même pour la promotion et le marketing avec les réseaux sociaux. Look what you made her do. How swift, streaming, and social media can increase artists' bargaining power. Qui parle encore une fois de Taylor Swift, revient sur ce changement dans l'industrie. De Lil Nas X à Weshden, combien d'artistes qui n'étaient pas signés en maison de disque ont bénéficié d'une visibilité importante sur leur travail, voire même d'une carrière en commençant en indépendance. On pourrait croire que l'âge des labels est révolu.
mais il n'en est rien. Au contraire, c'est désormais une guerre entre les maisons de disques pour signer le nouvel artiste émergent sur les réseaux sociaux. Et c'est également devenu un prérequis pour obtenir un contrat en label d'avoir déjà une petite fanbase construite par le biais d'internet. C'est parfois même handicapant pour les artistes, comme Halsey, qui a affirmé que son label l'a forcé à faire des chansons calibrées pour la plateforme chinoise, ce qui était présenté comme une possibilité d'émancipation pour les chanteurs et chanteuses, a fini par se transformer en un nouvel outil d'oppression. A noter également que les 4 plus gros distributeurs de musique représentent encore aujourd'hui près de 90% des streams en France, une situation d'oligopole indéniable. Mais surtout, le système du streaming bénéficie avant tout aux majors. Le passionnant article Record labels shot the artists, but they did not share the equity explique bien que les labels sont les actionnaires principaux des plateformes comme Spotify. La détention de ces actions rapporte beaucoup d'argent chaque année et ce bénéfice est surtout possible grâce au travail des artistes. C'est ce qu'avait combattu Taylor Swift qui s'était opposé à ce système. L'article propose alors un partage de ces bénéfices avec les artistes pour offrir un nouveau moyen de rémunération tout en renforçant la collaboration entre les deux entités. Mais si la révolution numérique n'a pas permis d'assainir complètement la relation entre les maisons de disques et les artistes et que ces derniers voient toujours leur carrière et leurs œuvres les échapper, quelle solution reste-t-il? La solution la plus évidente et privilégiée est celle de l'indépendance. PNL, Kendrick Lamar, Alpha One, Jul ou même BTS, de nombreux artistes décident de monter leur propre structure. Cela permet d'être propriétaire de leur master, de garder un contrôle créatif complet et de ne pas être obligé de produire pour rembourser une avance. Cependant, il faut être lucide. Cette indépendance est surtout possible pour les gros artistes qui ont les moyens de supporter une structure et des coûts parfois très élevés. Même si ces derniers sont extrêmement limités par leur catalogue d'artistes toujours plus fourni, les labels prennent des risques financiers en produisant des artistes que les indépendants sans visibilité ne pourraient jamais assumer. Cette politique de l'indépendance laisse encore une fois sur le bord de la route la grande majorité des acteurs de cette industrie qui peinent déjà à faire vivre et faire connaître leur travail. D'autant plus que l'indépendance est souvent relative. La distribution reste majoritairement assurée par un major, comme Universal pour les albums de Stromae, c'est ce qu'on appelle un contrat de licence. Par exemple, Senzu Records, label indépendant de Nekfeu, a un contrat de licence avec Universal. Il finance lui-même la production de la musique, donc il reste propriétaire de ses masters, mais il partage ses revenus pour financer le marketing et la mise en rayon notamment. Parfois, le label indépendant devient même une simple filiale du major. L'indépendance peut être une solution pour reprendre le contrôle de sa carrière, mais elle reste limitée et ne peut pas résoudre tous les problèmes. Pour David Arditi, il faudrait alors que les artistes deviennent salariés des majors où ils signent. Cette idée peut paraître étonnante, mais pour le sociologue, cela permettrait avant tout d'offrir un cadre légal beaucoup plus protecteur pour les artistes. Ces derniers auraient le droit à de vrais horaires de travail, une protection contre le chômage, un salaire, et surtout seraient directement liés à leur label qui n'aurait aucun intérêt à les mettre de côté. Je pense que ça reste idéaliste, mais encore plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il est plus que jamais temps de trouver un moyen de protéger le métier d'artiste, et cela passera forcément par un changement au sein du système qui existe, et si possible, avec moins de précarité. On en avait d'ailleurs déjà parlé dans ma vidéo sur l'intelligence artificielle, je vous la conseille si ça vous intéresse. D'autres, comme le professeur de droit Harrison Simmons, proposent de limiter les contrats à des durées plus courtes de 2-3 ans afin de ne pas enfermer les artistes dans un label qui ne voudrait plus d'eux ou prendrait des décisions à l'encontre de leurs intérêts et limiterait les coûts pour les labels. Si l'industrie musicale nous montre les strass et les paillettes, je pense qu'il est plus que jamais important de garder en tête que la majorité des artistes musicaux ont du mal à vivre de leur art. Et même parmi ceux qui y parviennent, qui font des tournées et remplissent des stades, se cachent parfois des musiciens endettés par leurs avances, enfermés dans un style musical par leur management, voire même dépossédés de leur œuvre. Une situation injuste qui mérite un changement profond dans le fonctionnement de la relation entre les artistes et les labels. Évidemment que les maisons de disques ont encore leur rôle à jouer dans les décennies à venir. Leur structure, leurs connaissances, les salariés qui en font partie et qui accompagnent au quotidien les artistes sont nécessaires pour le développement de certains d'entre eux. Mais la physionomie globale de cette structure, de ce système et l'asymétrie entre les artistes et les maisons de disques ne peut plus durer. D'autant plus à une époque où les artistes peuvent se produire sans maison de disques alors que l'inverse est strictement impossible. Cependant, des améliorations ont lieu chaque jour et des personnalités comme Taylor Swift, Kanye West, Damso ou même Ray qui prennent la parole pour dénoncer ces dérives font avancer la cause. Mais reste à savoir si notre star system, voire même notre pop culture tout entière, est véritablement conçue pour offrir aux artistes cette possession, ou si depuis le début, les dés sont pipés. If you enjoyed this video, you might like this one about the danger of artificial intelligence for artists. You just have to click on it. I'm sure you won't be disappointed. See you soon.